Comme à l'accoutumée, on a essayé de travailler sur un support assez simple, plutôt pratico-pratique, qui pourra vous servir d'outil. Vous verrez qu'un certain nombre de services interviennent au sein du département dans le traitement d'une demande d'aide à l'autonomie pour personnes âgées. Services qui ont chacun leur mission propre, mais ne vous inquiétez pas, on va donc on va vous aider à y voir plus clair. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Si nous avons un peu de temps, mais je ne crois pas dans l'absolu, on y répondra dans la mesure du possible. Mais quoi qu'il en soit, on répondra dans un second temps avec la foire aux questions qu'on vous enverra avec le support. Par rapport à l'enregistrement, n'hésitez pas aussi à couper vos caméras si vous ne souhaitez pas être enregistré. Donc, avant d'aller plus en avant sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc le circuit d'une demande d'APA, nous vous proposons de faire un bref rappel. Hop. Alors attendez, j'ai un petit problème sur mon PowerPoint, je vais essayer de le faire défiler. On va faire un petit rappel donc sur l'APA à domicile, pour qui et pourquoi. Et donc, je vais laisser la parole à Fatia Chaboun, qui est encadrante technique au service de l'instruction de l'APA. Donc, Fatia, je te passe la parole. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend bien, Fatia. On t'entend bien, Fatia. Oui, toi, je t'entends très très mal, Karine. En fait, ça c'est assuré. Alors, bonjour tout le monde. Donc, je suis Fatia Chaboun. Je suis encadrante du service instruction APA. Donc, comme disait Karine, je vais faire un bref rappel sur ce qu'est l'APA avant d'aller vers le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, l'APA, c'est une allocation universelle qui est encadrée par une loi, la loi de 2002, et qui est consolidée par la loi de 2015, la loi ASV, donc Adaptation de la société au vieillissement. Cette loi est destinée donc à toutes les personnes âgées qui résident en France de manière stable et régulière et qui est dans l'incapacité donc de gérer son quotidien, qui est en perte d'autonomie. On peut passer à la deuxième diapo, Karine, s'il te plaît. Voilà. Donc, pour bénéficier de l'APA, il existe plusieurs critères. Donc, je vous ai dit que l'APA était une allocation destinée aux personnes âgées. Donc, pour bénéficier de l'APA, il faut être âgé d'au moins 60 ans et plus. Donc, comme je le disais précédemment, d'attester d'une résidence stable et régulière en France et d'avoir un degré d'autonomie évalué comme relevant du GIR 1 à 4. Donc, le GIR est évalué par les professionnels du département, donc les évaluateurs. Voilà, on peut continuer. Donc, l'attribution de l'APA n'est pas soumise à contribution de ressources. Par contre, pour déterminer la participation financière, on va se fier à l'avis d'imposition, au dernier avis d'imposition. On va prendre tous les revenus qui sont déclarés, pas uniquement les pensions, mais tout ce qui figure sur le dernier avis d'imposition. Alors, si il y a un concubin, un pacsé, un conjoint, on va également prendre les ressources de cette personne afin d'établir cette participation financière. La participation financière, elle n'est pas aussi que fonction des ressources, mais elle va être aussi établie à partir du GIR et du plan d'aide. Alors, en ce qui concerne l'APA, là, on vous a mis un petit tableau. Donc, sur la colonne de gauche, vous voyez tout ce qui est incompatible et sur la colonne de droite, les droits d'option. Alors, l'APA est une allocation qui n'est pas cumulable avec certaines prestations. Alors, sur la colonne de gauche, ce sont les prestations pour lesquelles nous n'allons pas étudier le dossier. Donc, le dossier sera rejeté d'office. C'est-à-dire que ces prestations-là ne sont pas cumulables avec l'APA, de par la loi. Par contre, sur la colonne de droite, ce qu'on appelle droit d'option, la PCH et la CTP, donc ce sont des prestations pour lesquelles le dossier sera étudié, il y aura une évaluation à domicile
et l'usager va devoir faire un choix entre l'APA ou l'une de ses prestations. Merci Fatia. Je vous propose maintenant, alors je vais juste vérifier, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Moi, je ne t'entends Oui, pas c'est du bon. tout. Moi, je Alors, t'entends bien. je pense que du coup, Fatia, c'est plutôt de ton côté. Enfin, j'espère. D'accord. Bon, Mais si bon. on m'entend, c'est le principal. Oui, Oui, on t'a t'entend. bien entendu. Merci. Super. Du coup, là, je vous propose maintenant d'entrer dans le vif du sujet et de commencer par le début. Où peut-on se procurer un dossier de demande d'aide à l'autonomie pour personnes âgées? Pour rappel, donc désormais, un dossier unique pour faire une demande d'aide à l'autonomie pour personnes âgées, que ce soit donc pour les caisses de retraite, MSA ou le département. Une présentation vous avez été faite, en tout cas pour la plupart d'entre vous, avait été faite aux partenaires en janvier dernier sur ce dossier unique. Donc, où peut-on se procurer ce dossier unique? Alors, au niveau, bien évidemment, du département de la direction de l'autonomie, mais aussi d'une mairie ou d'un CCAS, d'un clic relais autonomie. Je vous expliquerai plus après ce que c'est donc un relais autonomie pour ceux qui ne le savent pas. Auprès aussi de nos partenaires, la CARSAT et la MSA. Ce dossier, il est aussi téléchargeable sur le site lenord.fr. Sur la petite slide, on vous a mis le lien pour y accéder directement. Il est aussi téléchargeable sur le site de la CARSAT et de la MSA. On pourra peut-être le rajouter sur le support. Et donc, la plupart de ces structures donc, peuvent également aider l'usager à compléter son dossier. Alors, une fois le dossier retiré ou téléchargé, la demande d'APA identifiée, puisque en fonction des organismes CARSAT ou MSA, une fois que la demande d'APA a vraiment été identifiée par le bénéficiaire, une fois que le dossier a été complété, où peut-on déposer la demande? Donc là, on vous a fait un petit schéma sur le parcours d'une demande à domicile pour que ce soit un petit peu plus facile pour vous de comprendre, sachant qu'on a un certain nombre de services qui interviennent. Donc, on peut déposer donc, le dossier auprès du département, auprès de la direction de l'autonomie, soit par envoi postal à l'adresse qui est indiquée ci-dessous, donc rue Gustave Delory. Donc, plutôt un envoi postal à privilégier pour les primo-demandes parce que les dossiers sont assez conséquents. Il est également possible de l'envoyer par courriel auprès du SIAPA, du service instruction de l'APA, avec une adresse bien identifiée pour la direction territoriale de Lille, qui est indiquée ci-dessous, siapa.lille@lenord.fr. En perspective, on pourra aussi déposer le dossier, même compléter ce dossier sur le portail Nord Autonomie. On vous a mis l'adresse sur la petite slide indiquée là. Donc, en perspective, aujourd'hui, ça n'est pas possible. Au moins, le bénéficiaire peut au moins, en tout cas, créer son dossier, aller directement sur le portail autonomie et créer un compte pour suivre son dossier. Et donc, en perspective, le dépôt et la complétude du dossier. Voilà. Alors, une fois le dossier donc complété, envoyé à la direction de l'autonomie, donc je reviens toujours à chaque fois sur le petit schéma pour ne pas vous perdre, eh bien écoutez, le dossier sera numérisé. Alors là, je vais laisser la parole de nouveau à Fatia qui vous expliquera un petit peu la procédure de la numérisation. Alors, tout à fait. Donc, le dossier arrive donc au département, donc il est réceptionné et daté au niveau du département. Il est ensuite envoyé donc à Altereos, c'est le prestataire de service qui a été choisi pour numériser donc tous les dossiers papier qui arrivent. Une fois ces dossiers numérisés, donc ils sont envoyés en dématérialisé dans ce qu'on appelle une GED, c'est gestion électronique des données, pardon, donc, et qui arrive directement dans nos bannettes au niveau du service instruction APA. Merci Fatia. Donc le dossier a été numérisé. Il arrive ensuite dans les services, en tout cas du département, et intervient donc un premier service qui est le service de l'instruction de l'APA, qui est chargé de donc l'instruction de la demande. Et de nouveau, je passe la parole donc à Fatia. Donc le dossier, donc comme je vous disais, donc il est numérisé par Altereos. Il arrive donc dans nos bannettes. Donc au niveau du service instruction, donc c'est le service instruction APA qui va s'occuper d'instruire la demande.
Donc, le service a un délai de 10 jours à compter de la date de réception, donc du dossier, pour transmettre donc un accusé-réception au demandeur. Donc, pour cela, l'instructeur, au niveau du service, va devoir vérifier la recevabilité de la demande, donc les critères d'attribution, d'accord, que l'on a vu précédemment, et la complétude du dossier. C'est-à-dire vérifier que le dossier est bien rempli, complété, signé et accompagné des pièces justificatives. Donc, les pièces sont mentionnées à la fin du dossier d'APA. Donc, il y a 3 pièces obligatoires qui sont bloquantes à notre niveau. C'est le relevé d'identité bancaire ou postale, la pièce d'identité et le dernier avis d'imposition. Donc, ce qui est important au niveau du dossier, donc là, vous avez donc l'une des pages du dossier unique. Donc, pour éviter que le dossier ne soit incomplet et qu'il prenne du coup du retard au niveau du traitement, il est impératif, s'il y a lieu, que la partie du conjoint, du demandeur, du pacsé, du concubin, soit remplie. On a vraiment besoin des informations du conjoint, du demandeur. Ça, c'est un point de vigilance qui est important au niveau du dossier. Il y a un deuxième point de vigilance, c'est afin de déterminer en fait la compétence financière donc, du département, il est impératif que soit cochée cette petite case-là, le oui ou le non, pour indiquer si le demandeur réside depuis plus de 3 mois à l'adresse indiquée au-dessus. Donc ça, c'est important également. Et le troisième point de vigilance, je dirais, dans la complétude du dossier, c'est la signature, qui est obligatoire. Alors, soit la signature du demandeur, ou la signature du responsable légal. Alors, au niveau de cette petite parenthèse sur les points de vigilance, je voudrais aussi indiquer que dans le dossier d'APA, il y a aussi la possibilité, ça c'est une facilité, hein, de faire une demande de carte, donc soit la carte de stationnement, soit la carte d'invalidité ou de priorité. Ça se trouve juste au-dessus de la signature. Vous voyez l'encadré 8/9, donc la carte mobilité inclusion. Donc ça, c'est aussi important, en fait, c'est une facilité hein, pour le demandeur de passer par cette étape pour demander la carte d'invalidité, priorité ou stationnement. Ça, c'est vrai dans le cas d'une primo-demande par rapport au dossier. Lorsqu'il s'agit d'une révision, il n'est pas utile de remplir un dossier, d'accord? Une simple demande, donc écrite ou par mail, accompagnée du dernier avis d'imposition, suffit à ce que la demande soit prise en compte. Alors, donc une fois le dossier scanné, une fois le dossier scanné, une fois le dossier instruit, les critères et la complétude du dossier vérifiés donc par le SIAPA, le service instruction de l'APA, et donc l'accusé de réception envoyé à l'usager. Donc là, l'évaluation va être programmée et donc intervient un autre service au niveau du département qui est le service de la planification de l'APA. Et là, je vais laisser donc la parole à sa responsable, Cécile Declercq. Oui, donc bonjour, je suis Cécile Declercq, la responsable du service planification APA. Alors, comme vous a expliqué ma collègue juste avant, Madame Achaboun, donc le dossier a été instruit à leur niveau, il a été déclaré complet, donc toutes les pièces, il remplit tous les critères. Une fois que le dossier est déclaré complet, il arrive dans mon service, alors de manière dématérialisée. Il va arriver dans mon service et à partir d'un outil cartographique, hein, donc vous voyez à gauche l'outil cartographique, on va programmer donc on va programmer les évaluations qui seront faites par nos évaluateurs médico-sociaux, où Pauline vous expliquera par la suite comment ça se passe. Depuis le confinement, on a mis en place 2 modes d'évaluation qui vont être mis en place en fonction de la nature de la demande. Si on a une première demande, automatiquement, on aura une visite à domicile. Si c'est une révision, on pourra avoir une évaluation par téléphone. Lors de la visite à domicile, la personne reçoit un document lui indiquant la date de la visite,
les démarches à effectuer avant la visite, par exemple le choix du prestataire, qui peuvent être bloquants pour l'évaluateur médico-sociaux, et les coordonnées du service planification. Attention, j'insiste bien, en cas d'annulation d'une visite, une nouvelle visite ne pourra être proposée qu'au minimum 3 semaines après. Pourquoi? Parce que nous faisons une programmation à 3 semaines. Donc là, cette semaine, nous faisons la programmation de mi-mai. Donc si une personne nous appelle aujourd'hui pour annuler sa visite, ce ne sera certainement pas une autre visite avant 3 semaines. Si c'est une évaluation par téléphone, ce qui est important surtout, c'est de bien indiquer dans le dossier unique ou dans le courrier qu'on envoie, hein, puisqu'une révision, il ne faut pas forcément remplir un dossier, mais au moins qu'on nous communique un numéro de téléphone joignable facilement. Parce que sinon, l'évaluateur sera embêté pour contacter la personne et des fois, on ne peut pas réaliser l'évaluation et il va falloir recontacter la personne par le biais d'un courrier. Donc voilà un peu comment ça se passe au niveau de la planification. Merci Cécile. Je te laisse la parole, Karine. Je te remercie Cécile. Donc on va, écoutez, on va revenir à notre petit schéma donc pour pas perdre le fil. Donc une fois la visite à domicile ou l'évaluation par téléphone programmée, c'est l'évaluateur médico-social, l'EMS, en territoire, qui est au niveau des pôles autonomie en territoire, qui va intervenir. Donc là, je vais laisser la parole à Pauline Serra, qui est évaluateur médico-social au pôle autonomie de Lille, qui va vous expliquer comment se déroule l'évaluation appelée évaluation multidimensionnelle. Bonjour à tous. Donc, l'évaluation, comment ça se déroule? Donc, comme le disait Cécile, la première demande se fait en visite à domicile pour pouvoir faire ce qu'on appelle l'EMD, qui est l'évaluation multidimensionnelle, que je vais vous expliquer par la suite. La révision, elle peut se faire par téléphone. Elle se fait soit avec l'usager, soit on va plutôt privilégier l'entourage s'il y a de la famille, des enfants et les partenaires pour avoir peut-être plus d'informations sur la situation. Juste un petit nota bene, dans la présentation du dossier d'APA, on n'a pas évoqué le fait du certificat médical. Donc, je rappelle que le certificat médical n'est pas obligatoire. Maintenant, c'est vraiment une vraie plus-value, nous, en tant qu'évaluateurs, de l'avoir et d'avoir surtout les éléments médicaux et les pathologies pour pouvoir mieux appréhender notre visite à domicile. Donc, l'évaluation multidimensionnelle, c'est quoi? C'est un recueil d'informations tout d'abord, donc sur les problèmes médicaux. On va faire un état des lieux un petit peu des soins existants déjà, savoir si on a déjà des intervenants qui viennent à domicile, comme les kinés, les infirmières, le portage des repas. On va faire aussi le tour de l'habitation, en fait, pour voir un petit peu comment la personne se débrouille dans son domicile, comment elle fait sa toilette dans sa salle de bain, comment elle marche. On va aussi repérer les proches indispensables, hein, les personnes qui gravitent et qui sont là dans le maintien à domicile de la personne. Et ensuite, on va évaluer la dépendance, avec la grille Agir. Dans la présentation tout à l'heure, Fatia nous a parlé de ce degré de dépendance. Donc en fait, on va recueillir les informations pour pouvoir donner ce GIR lors de l'évaluation. Donc voilà, Karine nous montre un petit peu. Donc je rappelle qu'au niveau de l'APA, on est sur de la prise en compte dans un GIR 4. Un GIR 4, c'est quoi? C'est une perte d'autonomie avérée, c'est-à-dire que la personne a besoin notamment du geste au corps, d'être accompagnée par exemple dans l'aide à sa toilette. En plus de ça, viendra d'autres aides bien sûr. Ici sur le diaporama, vous trouvez aussi le plafond du GIR. Donc en fait, en fonction du degré de dépendance, vous êtes dans un GIR et un GIR en fait représente un certain plafond. Par exemple, dans le GIR 4,
Le plafond, c'est 706 €. Et donc, qu'est-ce que ça peut représenter ces 706 €? On va le voir dans la diaporama suivante. Voilà, un plan d'aide. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce montant de plafond? Et ben, en fait, on peut attribuer différentes aides. Donc, vous avez tout d'abord l'aide à la personne, j'en parlais tout à l'heure, avec par exemple l'aide à la toilette. Vous avez aussi possibilité de mettre dans un plan d'aide de la vie courante, comme du ménage, du réchauffage des repas, des courses. Ensuite, on va avoir toutes les aides qui correspondent à l'habitat, l'aménagement au logement. Donc, tout ça va pouvoir rentrer dans cette enveloppe du plan d'aide. On peut aussi rajouter des frais spécifiques comme des accueils de jour, par exemple, pour les personnes atteintes de démence. Et en plus, vous avez donc les cartes de CMI dont on vous a parlé précédemment. Merci Pauline. Donc du coup, on va revenir à notre petit schéma. L'évaluation multidimensionnelle a été faite, la proposition de plan d'aide est établie. Donc là, qu'est-ce qui se passe? De nouveau intervient le service planification de l'APA pour transmettre la proposition de plan d'aide à l'usager. Et je vais donc de nouveau repasser la parole à Cécile Declercq, responsable du service. Alors, nous, donc, l'EMS a fait l'évaluation, elle a établi son plan d'aide. Une fois qu'elle a finalisé son plan d'aide, l'EMS, le lendemain de la finalisation, le plan d'aide part à l'imprimerie nationale et il va être imprimé et mis sous pli pour envoi à l'usager. Donc, l'usager va recevoir excusez-moi, sa proposition de plan d'aide. Il aura 10 jours pour nous renvoyer soit un accord, soit un refus, soit un commentaire de la proposition de plan d'aide. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis 3 situations. Première situation, on a envoyé la proposition de plan d'aide et l'usager nous renvoie un accord. Donc, c'est la majorité des situations. Du coup, au niveau du service planification, on va inscrire le dossier en instance pour qu'il soit décidé. Deuxième situation, on a envoyé la proposition de plan. L'usager, le bénéficiaire nous renvoie un désaccord. Généralement, il met un commentaire. À ce moment-là, on va renvoyer à l'EMS, à l'évaluateur médico-social, le document avec les commentaires du bénéficiaire pour qu'elle puisse faire une deuxième proposition de plan. Du coup, elle nous fera une deuxième proposition de plan. La deuxième proposition, pareil que pour la première, repart à l'imprimerie nationale pour être imprimée et mise sous pli et pour être envoyée. Et l'usager, en règle générale, nous renvoie du coup là un accord ou un refus, puisqu'on ne fera pas plus de 2 propositions. Donc, si c'est un accord, on inscrira le dossier en instance pour décision et ouverture des droits. Si c'est un refus, pour stopper la demande d'APA. Troisième situation, on a envoyé l'accord plan d'aide et on n'a pas de retour de l'usager. Donc, la loi nous donne 10 jours normalement pour réceptionner la demande. Parfois, on attend une vingtaine de jours puisqu'on prend en compte les délais postaux. Et donc, du coup, on va attendre une vingtaine de jours. Si au bout de 20 jours, on n'a toujours pas eu le retour de la proposition de plan, on va envoyer ce que nous, on appelle un courrier rejet tacite. Alors, généralement, on envoie le courrier avec de nouveau la proposition de plan. Donc, soit la personne nous renvoie, elle s'est rendue compte qu'elle ne l'a pas envoyé, elle nous le renvoie et donc, du coup, on l'inscrira en instance. Soit la personne ne nous le renvoie pas et donc, du coup, comme c'est un rejet tacite, le dossier va s'arrêter là au bout de 2 mois, automatiquement. Alors, nous, quand je dis qu'on les inscrit en instance pour décision, c'est au niveau du service instruction à part après que la décision va se faire. Alors, que les notifications sont envoyées. Voilà, précisément.
on retourne à notre petit schéma et en effet, une fois que la proposition d'aide a été transmise et retournée par l'usager, eh bien, la notification est envoyée à l'usager par le service d'instruction de l'APA. Voilà. Donc, du coup, vous savez tout ou presque sur le circuit d'une demande APA. Ce que je vous propose, c'est peut-être de récapituler cette petite procédure sur un schéma un petit peu plus compliqué avec l'ensemble des services. J'ai pas compris, qu'est-ce qu'il fait, Lucas, de la société? Alors, je suis désolée, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Si elle pouvait le couper. Oui. Merci beaucoup. Donc, du coup, on récapitule un petit peu la procédure. Voilà, un petit schéma un petit peu plus compliqué. On ne voulait pas vous le proposer tout de suite pour ne pas vous perdre. Mais l'idée, là, c'est d'avoir toute la procédure avec les services et aussi les délais, notamment pour accuser réception et pour notifier la décision. Je vais simplement laisser Cécile Declercq récapituler tout ça. Donc voilà, donc de manière récapitulative, donc comme vous précisez Karine, du coup on vous a rajouté sur cette diapo les délais, hein, donc le département a 10 jours pour accuser réception de la demande et à 2 mois pour notifier la décision à l'usager à compter de la réception du dossier complet. Alors sur le territoire de l'île, parfois on y arrive, mais parfois on n'y arrive pas à respecter les délais de 2 mois. Compte tenu du nombre de demandes que l'on reçoit. Donc, soyez indulgents. Donc, on essaye de faire notre maximum. Alors, donc, vous voyez donc en bleu turquoise, donc l'usager envoie donc du coup son dossier. Il arrive au niveau du service courrier qui est situé à Villeneuve d'Ascq et qui va l'envoyer à Altereos, qui est une société extérieure, pour numérisation. Une fois qu'il est numérisé par Altereos, il va arriver en version dématérialisée au service instruction APA, où le dossier sera instruit, comme vous a expliqué Fatia tout à l'heure, Madame Achaboun. Une fois que le dossier est déclaré complet, il arrive au service planification pour programmer l'évaluation. Donc, 2 modes, hein, évaluation par téléphone ou évaluation en visite à domicile. L'EMS effectue l'évaluation et établit le plan d'aide. Le plan d'aide est envoyé à l'imprimerie nationale pour être imprimé, mis sous pli et envoyé au bénéficiaire. Le bénéficiaire, lui, une fois qu'il reçoit sa proposition de plan, il a 10 jours, ça c'est des délais légaux, hein, c'est dans la loi, il a 10 jours pour nous répondre. En fonction de sa réponse, première situation, il conteste. C'est pour ça que vous voyez une flèche qui retourne vers l'EMS pour refaire une deuxième proposition de plan. Donc, de nouveau, comme je vous expliquais tout à l'heure, hein, de nouveau, envoi à l'imprimerie nationale, envoi à l'usager. L'usager a de nouveau 10 jours pour répondre. On ne fera pas plus de 2 propositions. Ça, c'est pareil, c'est écrit dans la loi. Soit l'usager est d'accord, c'est la majorité des situations, soit il fait un abandon. Dans ces 2 cas-là, le service planification va inscrire le dossier pour qu'il passe en instance technique. L'instance technique, en fait, c'est une instance qui permet au service instruction d'ouvrir les droits informatiques, hein, d'ouvrir les droits et d'envoyer la notification à l'usager. Pareil que pour les propositions de plan, les notifications sont envoyées une fois par semaine à l'imprimerie nationale pour être imprimées, mises sous pli et envoyées aux bénéficiaires. Donc, il existe 2 instances techniques, hein, on vous l'a écrit en bas. Il y en a une le mardi et une le jeudi. C'est pour ça que je précise en fait que même s'il y en a une le mardi et le jeudi, toutes les notifications partent le vendredi à l'imprimerie nationale. Et en parallèle, au niveau des services sociaux à demain, des SAD, vous recevez via Alfresco la liste de vos nouveaux clients ou s'il y a des changements dans les plans d'aide de vos clients, de vos patients. Une fois que les droits sont décidés, à ce moment-là, intervient 2 services distincts. Il y a le service suivi des prestations APA, hein, qui vous sera présenté ensuite par ma collègue Madame Vanthomme. Pour tout ce qui est paiement sur compte,
et également pour une partie des suivis des aides telles que l'aménagement logement ou les aides techniques. Donc, et un autre service qui est donc un service qui est connu aussi par les services d'aide à domicile, hein, le service paiement des services prestataires pour paiement au SAD. Donc là, les paiements sont faits directement au prestataire et ne passent pas par l'usager. Voilà un peu le récapitulatif de la procédure. J'insiste sur le fait qu'une fois le dossier passé en instance technique et la notification faite, les évaluateurs n'ont plus accès au dossier en fait. Toute demande d'ajout sur un plan d'aide repassera forcément par le service d'instruction. Et ça, il faut le savoir, c'est important. Oui, alors ça devient une révision dans ces cas-là, et donc du coup, ça repart dans le circuit. Alors, c'est une chose qu'on va pouvoir vous expliquer plus en amont. Alors, j'espère que c'est clair pour vous, hein, ce circuit de l'APA qui fait quand même intervenir pas mal de services au niveau du département. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est d'aller plus en avant sur la présentation de ces différents services et donc qui interviennent dans le cadre de l'APA et de s'attarder un peu plus sur leur équipe, sur leur mission et ce sur quoi on peut les solliciter, que ce soit un usager ou un partenaire. Donc, je vous propose de commencer par le premier service, hein, je dirais, qui intervient dans le cadre de l'instruction de l'APA. Donc, le service le SIAPA, le service instruction de l'APA. Et donc, je repasse de nouveau la parole à Fatia Chaboun. Oui, effectivement. Merci, Karine. Donc, le service instruction APA, dont je vous ai parlé tout à l'heure un petit peu, qui s'occupe de réceptionner les primo-demandes et de les instruire, donc, ne fait pas uniquement en fait de l'instruction de primo-demande, hein, il y a plusieurs missions. Donc, avant de vous les expliquer, je vais aussi présenter un peu le service. Donc, le service, c'est un responsable de service, donc Monsieur Afouala Saad, 2 encadrantes techniques, donc Madame Pau, ma binôme et moi-même, et 20 instructeurs. Donc, au niveau des missions, donc, comme il est précisé, donc, on s'occupe des instructions des primo-demandes, des révisions de dossiers, donc quand il y a une réévaluation du plan d'aide parce qu'il y a eu une aggravation de l'état de santé de la personne, des APAU, ce sont les APA d'urgence, et les hors-nord. On s'occupe également des modifications donc, des plans d'aide, des changements de mode d'intervenant, des changements de prestataire. Lorsque l'usager souhaite donc changer, passer d'un mode prestataire à un autre mode d'intervenant, CESU par exemple, dont Madame Ventom vous parlera tout à l'heure, c'est le service instruction qui s'en occupe. Également pour les modifications de plan d'aide, comme disait tout à l'heure Pauline, si jamais la notification donc, est établie, les droits sont ouverts et que le bénéficiaire souhaite faire des changements dans les heures ou revenir sur le plan d'aide, ça repassera forcément par le service instruction. Et le changement de prestataire quand on change d'association. Donc, le service instruction s'occupe également de gérer les recours, donc de s'occuper des droits d'option dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein, lorsqu'il y a une prestation PCH ACTP et que la personne demande de l'APA, il va y avoir ce qu'on appelle un droit d'option. Donc, cette gestion se fait au niveau du service instruction APA. On vous a également dit que les notifications se faisaient au niveau de notre service. Hein, donc, le service planification inscrit les dossiers en commission et ce sont donc les personnes du service instruction qui vont s'occuper de faire les instances techniques et de notifier les droits. Voilà, on vous a mis au niveau de la diapo quelques coordonnées. Ça vous permettra de nous contacter, donc notamment l'adresse mail. Donc, au niveau de cette adresse mail, vous pouvez l'utiliser pour tout ce que je vous ai cité un peu précédemment, toutes ces modifications, les questions que vous pouvez avoir, les demandes de réévaluation. On vous a mis aussi le numéro de téléphone de la plateforme et on en a remis l'adresse de la direction de l'autonomie. Voilà, je repasse la parole à Karine. Merci Fatia. Je vais juste faire le relais pour qu'il y ait une présentation par Cécile Declercq, donc du service planification APA et de ses missions. Alors, le service planification APA, donc il a deux missions. Hein. Donc, la planification des évaluations qu'on a vu tout à l'heure
et le suivi administratif après l'évaluation, hein, qui est le suivi de la proposition du plan d'aide et son inscription en commission. Donc, vous avez vu les 2 missions principales, hein, vous ont été présentées avant dans le circuit de la procédure du dossier. Donc, il y a un responsable, hein, c'est moi. Après, il y a 8 employés administratifs, autonomie, et il y a 2 personnes qui sont en charge du territoire de l'île. Alors, comment nous contacter? Vous pouvez nous contacter sur la boîte mail visite-apa@lenord.fr. Donc, on vous a mis le numéro de téléphone de la plateforme et la direction. Alors, pourquoi nous contacter? Pour toute information concernant une visite à domicile, hein, s'il y a une visite à domicile qui est programmée, que malheureusement, il y a un décès ou une demande de report, vous pouvez nous contacter via cette boîte mail. Et toute information concernant la proposition de plan d'aide, hein, retour accord pour plan d'aide, retour avec commentaire, abandon de la demande. Donc, en fait, le pourquoi correspond aux deux compétences, aux 2 activités principales du service planification APA. Voilà, je redonne la parole à Karine. Merci bien. Alors, moi, je vais vous présenter donc le pôle autonomie en territoire. Donc, pour rappel, c'est l'évaluateur médico-social qui va donc établir le plan d'aide et qui, lui, contrairement aux autres services, n'est pas, je dirais, entre guillemets, en centrale au niveau du siège, mais est en territoire au niveau du pôle autonomie. Alors, on est situé rue Pierre-le-Grand à Lille. Donc, le pôle autonomie, c'est une équipe avec un responsable, un médecin chargé de mission, un coordinateur et 2 travailleurs sociaux et 11 évaluateurs médico-sociaux qui s'occupent à la fois de l'APA et pour certains d'entre eux également de l'accueil familial pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap et 3 gestionnaires. Donc, nos principales missions, c'est évidemment l'évaluation de l'APA à domicile ou par téléphone par les évaluateurs médico-sociaux. C'est l'évaluation de l'APA en urgence à domicile par le médecin et aussi l'APA en urgence en sortie d'hospitalisation. Là, il y a tout un travail qui est mené en ce moment avec les évaluateurs médico-sociaux. C'est les évaluations des demandes d'agrément en accueil familial pour personnes âgées ou en situation de handicap. Ce sont les EMS et les coordinateurs qui évaluent les demandes de personnes qui souhaiteraient accueillir 1 ou 2 ou 3 personnes chez eux en personnes âgées ou en situation de handicap. Ce sont ces mêmes évaluateurs qui contrôlent ces accueillants familiaux et notre travailleur social qui assure le suivi des personnes accueillies en accueil familial pour s'assurer tout simplement de leur bien-être, de leur sécurité au sein de nos familles. Le pôle autonomie, c'est aussi le suivi d'événements indésirables en établissement, les évaluations des GMP en EHPAD qui sont faits par notre médecin qui est aussi en soutien des professionnels du pôle autonomie sur les situations complexes, sur l'accueil familial et autres. Le coordinateur, lui, est dans la coordination autour des situations complexes, personnes âgées, personnes en situation de handicap, et s'occupe également alors c'est plutôt le travailleur social, mais des mesures d'accompagnement social personnalisées. Et enfin, le pôle autonomie, c'est le partenariat, le développement, les projets autonomie comme aujourd'hui, hein, les 1 heure pour l'autonomie que nous vous proposons en tant que partenaire. Et voilà. Et pour terminer, on a fait ces petites diapos vraiment très pratiques pour que ça puisse vous servir. Les coordonnées pour nous contacter aussi bien par mail que par téléphone et donc notre adresse. Là, donc du coup, je vais passer la parole donc à un dernier service qui intervient aussi dans le cadre, mais là, non pas du circuit de l'APA, mais plutôt dans le cadre du suivi de la prestation. Donc, c'est alors, peut-être avant, j'ai oublié, je vous ai ajouté l'organigramme du pôle autonomique pour que vous ayez les coordonnées des évaluateurs médico-sociaux notamment. Et donc là, du coup, je vais passer la parole à Delphine Venthomme, qui est donc la responsable du service suivi des prestations APA ou SS PAPA. À toi, Delphine. Merci. Bonjour, comme je ne suis pas encore intervenue, je voulais quand même resituer du coup le service, recontextualiser, c'est-à-dire que nous, on arrive effectivement une fois que les droits sont ouverts pour l'usager, c'est-à-dire une fois que ces droits lui ont été notifiés, c'est mon service qui intervient. Alors, bien sûr, en premier lieu, pour payer la prestation, notamment l'APA à domicile,
Et comme le disait Cécile Declercq, donc ma collègue, nous sommes, pour rappel, on est 2 services à payer de l'APA à domicile à la direction de l'autonomie. Donc il y a le service qui paye les factures des services d'aide à domicile prestataire, dont la responsable est Madame Fati. Et il y a mon service à moi qui paye du coup l'APA à domicile sur le compte des bénéficiaires et qui aussi s'occupe de tout ce qui est commande, des césures, relations avec le prestataire, etc. etc. Donc voilà, donc comme vous pouvez le constater, mon service ne s'appelle pas service paiement de la prestation, il s'appelle service suivi des prestations, ce qui veut dire que au-delà des paiements, et au-delà du suivi justement des paiements, des éventuels problèmes qui peuvent se passer lors d'un paiement, j'ai une équipe composée donc du coup de 2 encadrants techniques et de 16 instructeurs qui fait un véritable suivi des dossiers après leur passage, après leur notification. Et notamment un suivi du plan d'aide mensuel qui a été déterminé, décidé auparavant. Par exemple, quand il s'agit de mettre en œuvre les droits au répit, c'est du coup le service suivi des prestations APA, donc mon service qui s'occupe de payer ces prestations répit. De même pour l'hospitalisation de l'aidant dans le cadre également du répit de l'aidant. Donc, c'est effectivement mon service qui instruit donc les demandes, qui réclame les factures éventuellement et qui va s'assurer que les conditions soient bien remplies pour pouvoir payer ces droits au répit. De même pour tout ce qui est plan d'aide mensuel, donc on va être là aussi pour suivre les changements de situation et notamment parfois interrompre des droits. On interrompt des droits quand la personne part en établissement, par exemple, ou quand elle décède malheureusement. On gère aussi les interruptions de droits temporaires telles que les hospitalisations. Donc du coup, en fait, quand je dis gérer les interruptions de droits et les hospitalisations, c'est avant tout éviter de générer des trop-versés. Donc du coup, être vraiment réactif quand on reçoit une information de changement de situation telle qu'une sortie, un placement en établissement, par exemple. Et le suivi de la prestation, il se fait du coup, comme vous l'avez compris, jusqu'à donc aller récupérer les trop versés si effectivement on a payé à tort la prestation du fait par exemple, d'un changement de situation. Donc, ça arrive quand même relativement souvent parce que les paiements qui se font sur le compte se font à terme à échoir. C'est-à-dire que pour éviter que nos usagers aient à faire l'avance des frais, on va toujours payer le mois en début de mois pour le mois en cours. Donc, il arrive souvent qu'on ait au moins un mois de trop versé. Donc voilà, ça c'est le service suivi des prestations APA qui va procéder aux demandes de remboursement de ces trop versés. Dans le cadre du suivi également des prestations, c'est ce service-là aussi qui va assurer le contrôle de l'utilisation de la prestation APA, mais aussi de la prestation PCH, par exemple, et qui va gérer également tout ce qui est interpellation notaire, puisque on est quand même sur un public âgé et que le premier motif d'interruption des droits, c'est en général le décès de l'usager. Voilà, donc en termes de suivi du plan d'aide mensuel, voilà ce que je peux vous dire. Ah si, il y a également un accompagnement qui est individualisé, non seulement sur les problèmes de paiement qui pourraient arriver tout le long de la vie de la prestation, mais également pour certaines démarches qui sont liées souvent à la mise en place des CESU, parce que ce n'est pas toujours évident. Et dans ce cas-là, on a vraiment un service en fait qui est dédié à accompagner l'usager dans les premières démarches. Puis enfin, dernière grosse activité du service, c'est l'instruction et le paiement des aides ponctuelles telles que l'aide à l'aménagement du logement et les aides techniques, qui est gérée aussi par mon service. Et dans ce cadre-là, il y a également donc
mon service qui est au milieu un peu de tous les interlocuteurs qui gravitent autour de ces aides. Alors, donc des interlocuteurs qui sont souvent sur le territoire, tels que les évaluateurs médico-sociaux du département, les ergothérapeutes de la MDPH, mais aussi les opérateurs qui sont reliés à des établissements publics sur les territoires et avec qui, en fait, on met en lien l'usager et sa famille pour pouvoir aller jusqu'au bout, au bout des travaux et au bout de la mise en place de ces aides. Voilà. Pour nous contacter, on a aussi une adresse mail générique qui est le sspapa.lille@lenord.fr qui est ouverte globalement, enfin qui est ouverte à l'extérieur comme en interne. Et également, je ne vais pas rappeler l'adresse et le numéro de téléphone de notre plateforme téléphonique. Voilà. Je pense que tu peux passer à l'autre slide, Karine. Ouais, un petit rappel sur les modalités de paiement de l'APA à domicile. Du coup, on a deux modes qui sont l'emploi direct et le mandataire, pour lequel le département paye via des CESU préfinancés. La différence entre les deux, c'est que pour l'emploi direct, il n'y a aucun versement sur le compte de l'usager puisqu'on est en CESU et en tiers payant pour les charges sociales. C'est-à-dire que c'est le département qui paye la participation APA aux charges sociales directement auprès de l'URSSAF. Et en mandataire, par contre, il n'y a pas de système de tiers payant, donc on est sur du CESU préfinancé également. Néanmoins, tout ce qui est charges sociales et frais de gestion sont payés sur le compte en début de mois. Voilà. Pour les heures d'aide humaine en prestataire, c'est donc comme je vous le disais, ce n'est pas mon service qui gère cette partie-là, c'est le service de Rachida Fati qui paye des factures de services d'aide à domicile sur déclaration des heures effectuées. Enfin, ensuite, les autres volets, là, les charges spécifiques, les aides ponctuelles et les aides annualisées, ce sont des paiements qui sont effectués par le service suivi des prestations APA, puisque ce sont des paiements sur compte. Alors, pour les charges spécifiques telles que l'échange, la téléassistance, l'accueil de jour mensuel, l'accueil familial et l'hébergement dans les petites unités de vie, c'est un paiement sur compte mensuel, toujours en début de mois. Pour les aides ponctuelles telles que l'aménagement du logement, les aides techniques, en fait, c'est un paiement qui se fait sur justificatif en une seule fois ou en deux fois pour l'aménagement du logement, puisque ce sont des grosses dépenses. Donc, on va payer l'acompte sur un devis bon pour accord et le solde sur la facture. Et pour les aides annualisées telles que le répit et l'hébergement temporaire ponctuel, on paiera également sur présentation de facture. Donc, c'est l'usager qui nous envoie ses factures. Mon service va vérifier si les conditions sont remplies et va payer en fonction en fait, des plafonds des aides, comme le répit qui est à 510,26 € par an. L'hospitalisation de l'aidant, j'ai remis en fait le montant des plafonds. Et l'hébergement temporaire qui est payé dans la limite de 90 jours par an. Donc, ce remboursement, il se fait sur le compte de l'usager, forcément, puisque c'est lui qui avance les fonds. Voilà, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Voilà, j'ai essayé d'être la plus exhaustive possible. Et puis là, c'est un rappel des prises en charge départementales. Donc, je vais pas forcément les balayer parce que je pense que vous les connaissez. Voilà. Et en même temps, ce sera, voilà, c'est un support qui vous sera transmis comme à l'accoutumée à l'issue de la présentation, donc qui pourra vous servir, voilà, de repère dans le cadre de votre accompagnement des personnes âgées. Est-ce que du coup, on peut poursuivre, Delphine? Tu avais fait le tour? Oui, moi je pense que j'ai fini mes diapos. D'accord, merci. Donc du coup, là, on va essayer de tenir le temps imparti sur cette 1 heure pour l'autonomie. Et je vous propose tout simplement de terminer en faisant un petit récapitulatif sur un petit rappel sur les portes d'entrée pour contacter le département. Donc, la ligne téléphonique, bien sûr, on vous l'a présentée. Je la présenterai sur la diapositive qui suit. Les relais autonomie qui peuvent accueillir les personnes âgées, les personnes en situation de handicap pour les informer. Le portail autonomie avec en perspective la possibilité de déposer un dossier et les emails qu'on vous a présentés, le courrier postal.
Et donc, du coup, pour récapituler, alors une ligne importante, c'est la ligne téléphonique Nord Autonomie, qui est un numéro unique de téléphone pour l'accueil des personnes téléphoniques des personnes en situation de handicap ou âgées. Également, ce qui va vous intéresser en tant que partenaire, c'est une ligne dédiée, une ligne téléphonique dédiée partenaire pour l'accueil téléphonique. Même chose, hein, tout ce qui concerne l'APA ou la PCH, donc le 03 59 73 58 48. Rappelez qu'il y a les relais autonomie qui sont un accueil de proximité en territoire pour informer et orienter les personnes âgées ou en situation de handicap. Je vous ai mis une petite cartographie qui vous permet de localiser l'ensemble des relais autonomie. Ils sont au nombre de 7 sur le territoire en direction territoriale de Lille au jour d'aujourd'hui, donc le CCAS de l'Homme, les 3 clics, Clic Senior sur Lille, le Clic Éolis sur Falampin, le Clic Métropole, Cœur de Métropole, pardon, l'UDAF 59 et 2 UTPS, l'UTPS d'Armentières et l'UTPS de Cysoing-Pont-à-Marc. Vous dire aussi que d'ici l'horizon 2023, l'ensemble des UTPS que vous voyez ici matérialisés en différentes couleurs vont devenir relais autonomie. Donc, il y aura 13 UTPS relais autonomie sur l'ensemble du territoire. Je vous ai mis en tout cas aussi les coordonnées des relais autonomie actuels. Et enfin, un petit récapitulatif des boîtes mail génériques qu'on vous a présentées. Donc, le service d'instruction de l'APA pour toute demande de révision, modification du plan d'aide, changement de mode d'intervenant et transmission de pièces manquantes au dossier. Le service planification de l'APA, donc visite-apa@lenord.fr pour la planification des évaluations, le retour des plans d'aide. Et enfin, le SS Papa Lille pour toutes les questions relatives au paiement de l'APA, ce que vient de vous expliquer Delphine Vanthomme. Donc, voilà, donc j'espère que cette présentation, en tout cas, nous espérons tous que cette présentation vous a permis de mieux comprendre le circuit d'une demande d'APA et puis le rôle et les missions de chaque service. Vous avez chaque fois des diapositives consacrées à un service pour mieux comprendre leur mission, en quoi vous pouvez éventuellement les solliciter et les adresses mail et puis les numéros de téléphone. Comme à l'accoutumée, on n'aura pas vraiment de temps pour les questions, mais le support et les réponses aux questions apportées dans le chat. Alors moi, je n'ai pas de visibilité parce que je suis en train de projeter, mais je suppose que comme d'habitude, elles sont nombreuses. On va vraiment s'attacher, chaque service pour ce qui le concerne, à répondre à vos questions et à vous les transmettre rapidement avec le support. Donc, vous allez retrouver, comme d'habitude, l'enregistrement dans le fichier dédié sur le YouTube du département. Vous dire aussi que le prochain 1 heure pour l'autonomie aura lieu donc mardi 31 mai prochain, donc, et s'attachera, on recevra le CREPSI, pardon, pour mieux comprendre le handicap psychique. Peut-être vous dire aussi pour terminer que n'hésitez pas à nous remonter vos idées de sujets pour alimenter ces 1 heure pour l'autonomie et vous apporter de l'information. Je pense que je suis à peu près dans les temps et je vous souhaite du coup un bon appétit et puis une bonne journée à tous et je vous propose de nous retrouver dans un mois. Hop, je vais départager. Alors, je tenais aussi à remercier à l'ensemble des intervenants qui ont pu vous présenter cette